Bonjour à tous. Merci à tous et à toutes d'être venus pour cette conférence que nous proposons, l'Université de Strasbourg. Je suis Bouchra Bergadi, la nouvelle présidente du CSC d'Haute-Pierre. Et je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de l'opération Université en campagne contre les idées reçues que propose ce soir la Maison universitaire des sciences de l'homme et en Alsace, pour ouvrir la nouvelle saison de ces conférences de débat. Au CSC, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir des scientifiques, des chercheurs et des penseurs dans le quartier pour faire circuler le savoir et les réflexions entre les quartiers prioritaires et les lieux de réflexion, entre les lieux où le savoir est vivant et ceux où il se présente. Il se pense. Pardon. La thématique d'aujourd'hui qui doit nous permettre de réfléchir au rapport du genre et à la construction du genre est particulièrement important pour un centre social qui est au croisement des attentes des habitants, jeunes et moins jeunes, et du pouvoir public. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Eh bien, merci. Eh ben, nous sommes très contents d'être accueillis ici par vous au CSC, donc Le Galet à Haute-Pierre. Alors je me présente, moi je suis Philippe Guilig, je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences sociales à Strasbourg. Je co-organise ce cycle de conférences avec ma collègue juriste Fleur Laronce, qui est ici au premier rang. Voilà, et donc ça fait 4 ans que nous faisons ça. C'est donc un cycle de conférences de vulgarisation scientifique à destination du très grand public. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Des questions que vous pensez être idiotes, posez-les, surtout posez-les, parce que y a toujours des gens qui en savent moins que vous, et il y a toujours des questions intéressantes à poser, même des questions très basiques. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Que dire encore? Donc cette initiative, en gros, elle consiste, enfin, ce cycle de conférences qui s'appelle l'Université en campagne contre les idées reçues, ça consiste en gros en une conférence par mois sur un thème d'actualité économique et sociale. Et donc on commence aujourd'hui, enfin pour cette année 2022-2023, par donc la thématique du genre. Et je précise juste avant de laisser la parole à la modératrice de cette soirée, donc qui est Anna Matteoli, qui va se présenter et présenter les intervenantes. Juste pour dire que Alexandra Heuser, qui est là ce soir, elle sera aussi demain à l'Université de Strasbourg pour ceux qui voudraient venir, hein, c'est aussi ouvert. C'est à 18h à l'IEP, donc à Sciences Po Strasbourg, Amphi D, voilà, pour ceux que ça Amphi E, pardon, excusez-moi, Amphi E, voilà. Donc c'est demain soir à 18h. Et donc on a profité de sa venue demain pour voilà, qu'elle profite aussi d'intervenir chez nous ce soir. Voilà, ben je crois que j'ai à peu près tout dit me concernant. Et donc je laisse la parole à Anna Matteoli. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai le plaisir en tant que directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Bas-Rhin d'animer cette première conférence de 2022 qui a lieu dans le cadre de l'Université en campagne contre les idées reçues. Donc cette conférence s'intitule « T'es un mec, une meuf ». J'ai mal fait le point d'interrogation. Bon, fais pas genre. À la lecture de cet intitulé, on voit bien que notre réflexion va être dense ce soir. En effet, c'est bien réfléchir ensemble à ce qu'est être femme, être homme dans notre société aujourd'hui, qui va occuper les 2 heures qui vont suivre. Et en ce domaine, les idées reçues sont bien nombreuses. Ainsi, si notre soirée ou début de soirée va être passionnant, c'est aussi une soirée qui va être déstabilisante. En effet, au-delà d'être très répandues, les idées reçues ont le grand avantage ou le grand inconvénient de répondre le plus souvent simplement à une question complexe. Et aussi, elles ont l'inconvénient, les idées reçues, de ne plus nous faire réfléchir et s'imposent de manière insidieuse. Ainsi, ce soir, pour répondre à cette question complexe, qu'est-ce qu'être femme, qu'est-ce qu'être homme, et lutter contre les idées reçues, nous avons le plaisir d'avoir 2 intervenantes, 2 enseignantes qui vont nous aider à répondre à cette question. Donc le challenge est assez important, ou à une partie de la question.
Tout d'abord, j'ai, par ordre alphabétique, le plaisir de vous présenter Élise Marsicano, qui est sociologue et qui enseigne à l'université à Strasbourg. Et ses thèmes de prédilection sont le genre, les discriminations, la sexualité. Ce sont ses thèmes de recherche. Nous avons également la chance de profiter de la présence d'Alexandra Hauser. Donc vous avez bien compris, Amphi E, c'est ça, demain à 18h. Donc vous pouvez la suivre dans sa tournée. Y a-t-il une troisième date? Non? Si, en novembre. En novembre. Peut-être. À Strasbourg également. Ah, voilà. Donc on peut suivre la tournée alsacienne d'Alexandra. Donc Alexandra est également sociologue. Elle enseigne à l'université de Paris-Nanterre. Elle a également ou a eu également des missions d'enseignement dans des lieux comme les maisons d'arrêt, les prisons. On voit bien que l'enseignement peut avoir lieu partout. Et on peut également citer son dernier ouvrage qui rencontre la discussion de ce soir. Il s'appelle « Comment le genre construit la race » et il a donc paru... La classe. Pardon. C'était pour voir, pour bien vérifier le titre sur le livre qui est là. Donc voilà, paru en 2022. Voici le décor de notre soirée posée. Je vous propose alors très rapidement de vous préciser comment cela va se dérouler. Je vais dans un premier temps vous présenter de manière successive les idées reçues. Donc ça sera une première idée reçue. Ensuite, après chaque idée reçue, je laisserai la parole à Alexandra et Élise. Donc je vous laisserai la prendre en fonction de vos envies. Et ensuite, ce qui est aussi très important, la parole vous sera donnée et je propose que la parole vous soit donnée après chaque idée reçue. Voilà un petit peu le fonctionnement de cette soirée. Et tout de suite, je commence par la première idée reçue que l'on peut rencontrer quand on s'intéresse au sujet de ce soir. Donc la première idée reçue, c'est les différences femmes-hommes sont naturelles. Donc Alexandra, Élise, je vous laisse intervenir sur ce sujet. Bonjour à toutes. À toutes et à tous. À tous. Bon, on va voir. Première idée reçue, est-ce que les différences femmes-hommes sont naturelles? Je ne me suis pas trompée? C'est ça, oui. Ok, cool. Déjà, on va se dire, non, vu que c'est une idée reçue. Ça, c'est facile. Sauf de quelle différence on parle? Qu'est-ce qu'on entend par naturel? Et qu'est-ce qu'on sous-entend avec cette question? C'est qu'il y a des hommes et des femmes. Donc déjà, est-ce que vraiment ça existe, les hommes et les femmes? Et dans quel contexte, selon quelle définition, on peut dire qu'il y a des hommes et des femmes? Je ne vais pas répondre à cette question-là, parce que ce n'est pas celle qui est posée. Si je reviens sur la première question, ce qui est intéressant, c'est que pas mal de personnes vont répondre non, c'est pas naturel. Mais si on commence à spécifier, par exemple, si je dis les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes naturellement, là, il va y avoir peut-être plus de monde qui va dire oui, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que si on reste sur quelque chose de global, on va assez vite déconstruire l'idée reçue, mais dès qu'on va aller sur des choses plus précises, parce qu'on va penser à des exemples de notre vie, eh bien, on risque de trouver des raisons de dire qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes. Oui, alors on peut peut-être continuer dans cette ligne. Moi, j'entends dans est-ce que les différences entre les femmes et les hommes sont naturelles, j'entends un peu d'abord une question un peu biologique. C'est-à-dire, en gros, oui, bien sûr, les hommes, les femmes ont des seins, les hommes n'en ont pas. Alors, tout de suite, on se place souvent sur les organes sexuels pour distinguer les hommes et les femmes. Or, quand on prend cet exemple précis, les seins, je ne sais pas si vous savez, mais 25% des hommes à l'adolescence ont les seins qui poussent. Il y a évidemment, bien sûr, aussi les femmes qui ont la poitrine plate.
Donc, tout de suite, on a une évidence qui est les hommes n'ont pas de sein et les femmes en ont. Cette évidence-là, on peut tout de suite la contredire quand on regarde réellement les différences physiques entre les personnes. Et donc, vous avez toujours une minorité. Alors, vous pouvez dire, oui, mais la majorité des personnes, c'est plutôt comme ça. Oui, mais en même temps, les minorités, on ne peut pas juste les ignorer. Et donc, ce qui se passe souvent dans ces questions d'homogénéisation, dans ces questions d'attribution, en fait, qui est un homme, qui est une femme, on va résumer la différence de manière assez rapide et on va mettre les gens un peu dans des groupes qui sont par nature séparés, hein, qui sont pas pareils. Or, on voit quand on regarde dans le détail que c'est plutôt des continuums. C'est-à-dire, voilà, il y a plutôt peut-être une tendance chez les femmes à avoir plus de seins que chez les hommes, mais il y a certaines femmes qui ont moins de seins que certains hommes. Et donc, vous avez une forme de continuum. Deuxième exemple, les hommes sont censés être plus forts que les femmes. Alors, il y a des sociétés dans lesquelles les femmes effectuent l'ensemble des tâches très très lourdes, porter l'eau par exemple, dans certaines sociétés en Afrique, c'est réservé aux femmes, c'est une tâche extrêmement lourde qui demande une force physique très forte et c'est une tâche de femme. Du coup, cette idée que les femmes sont plus faibles est une idée qui est contredite par la réalité des tâches qu'effectuent les hommes et les femmes respectivement. Donc quand on regarde de plus près, cette division-là entre les hommes et les femmes, même biologique, eh bien, elle n'est pas si claire que ça. Les critères ne sont pas si clairs que ça. Alors, deuxième point, ça c'est le point biologique. Ensuite, le deuxième point, c'est que dans cette idée reçue, il y a souvent un passage un peu de causalité. C'est-à-dire, on va dire les différences entre les hommes et les femmes sont naturelles, ils sont biologiques, et c'est pour ça qu'il y a des différences sociales. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je reprends cet exemple, les femmes sont plus faibles, donc elles ne peuvent pas faire certains métiers. Je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est une question tout à l'heure d'idées reçues, mais le biologique va servir à expliquer le social. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes corps, donc les femmes portent des jupes et les hommes pas. Ah bah ça aussi c'est pas vrai, hein. En Écosse par exemple les hommes ils portent des jupes. Donc les différences sociales ne sont pas explicables par les différences biologiques. Et donc ça c'est le deuxième grand point de cette naturalisation. On naturalise en fait, en se référant au biologique, on naturalise des choses qui en réalité relèvent d'une construction historique. Et pour expliquer ça un peu mieux, on peut par exemple s'interroger pourquoi finalement on a des groupes qui se créent dans la société et qui s'appellent ensuite hommes et femmes. Finalement, ces groupes-là, ils sont tout à fait arbitraires. Par exemple, vous avez aussi des différences biologiques. Hein, vous pouvez dire, il y a des gens qui ont des yeux bruns et d'autres gens qui ont des yeux verts. Bon, ça, c'est des différences biologiques, ça existe. Hein, voilà, pas tout le monde a les mêmes yeux. Or, il n'y a pas de groupe des yeux verts et des groupes des yeux bruns. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Eh bien, parce que historiquement, ça n'a pas été construit tel quel. Et du coup, ce raisonnement-là, le fait de dire les femmes, bon, il y a un stéréotype que vous connaissez sûrement tous, et les femmes ne savent pas conduire. Bon, d'abord, c'est faux hein, statistiquement, les femmes ont beaucoup moins d'accidents en voiture, mais c'est un stéréotype qui a la vie dure. On pense que les femmes ne savent pas conduire. Si on vous dit les yeux verts, ils ne savent pas conduire, vous allez tout de suite me dire c'est absurde, qui pourrait faire un lien entre les yeux verts et la conduite? Ben, il n'y a aucun lien. Et avec les femmes, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas de lien entre les capacités de conduite et le fait d'être une femme. Il y a des femmes qui savent conduire, il y a d'autres femmes qui ne savent pas conduire, et ça n'a rien à voir avec leur nature de femme. Voilà. Élise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette idée reçue? Je voulais juste rebondir sur l'exemple des seins, parce que c'est un exemple
tout à fait parlant, et ça a des conséquences en fait dans la vie des personnes. C'est que on ne sait pas. Enfin, il y a peu de gens qui savent qu'il y a des hommes qui ont des cancers des seins, par exemple. Et si on ne pense pas que les hommes ont des seins, on ne peut pas imaginer. C'est toujours, c'est ce que tu as dit, c'est minoritaire, mais en fait c'est important parce que pour les personnes concernées, ils s'en fichent qu'il y ait 1% ou 20%. Quand on a un cancer, on a envie d'être soigné, qu'on soit considéré comme un homme ou comme une femme. Donc je trouve que c'est un exemple particulièrement pertinent parce que ça a des conséquences réelles sur la vie des personnes. Je pense que j'ai appris que les hommes avaient des cancers du sein il y a moins de 10 ans. J'avais jamais entendu parler et on n'en parle pas beaucoup. Je voulais juste rajouter ça. Oui, parce que peut-être je rajoute, mais plus globalement, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les idées reçues ont la vie dure, enfin la vie qui dure et la peau dure, c'est que c'est extrêmement difficile à lutter contre parce que justement, on n'entend pas parler. Et ce fait-là, c'est évidemment aussi lié au fait du fonctionnement médiatique de notre société. C'est-à-dire dans les communications de masse, comme on dit, les idées reçues sont souvent répétées. Alors, pas nécessairement en tant que stéréotype, mais le fait qu'on ne parle pas du cancer de sein des hommes, c'est typique. Puisque en fait, dans les médias, il n'y a pas la place pour ce qui va à l'encontre de la manière dont on s'imagine le monde, en fait. Parce que les nouvelles aussi sont plus vendables s'ils vont dans le sens dans lequel on pense déjà. Et donc des faits qui sont peut-être minoritaires ou qui sont peut-être plus compliqués à penser, ils ne trouvent pas leur entrée dans les moyens de communication. Enfin, déjà, dans ces premières interventions, il y a des éléments qui peuvent peut-être surprendre les personnes qui sont dans le public, puisque, comme vous le disiez, on ne parle pas de ces sujets. Et donc, peut-être, il y a déjà des interventions pour réagir aux propos d'Alexandra et d'Élise. Peut-être une des premières interventions. Bonsoir, merci de m'avoir donné la parole. Oui, alors je suis complètement d'accord avec vous, on va dire dans l'idée, mais c'est vrai que quand j'ai cette discussion, surtout avec des hommes, ils vont me répondre avec l'argument de la testostérone et des œstrogènes. Pardon. Et j'aimerais bien savoir comment vous répondriez vis-à-vis de ça. Alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu ce qu'ils disent à propos de l'œstrogène et de la testostérone ? Du coup, que ce serait lié, par exemple, la testostérone à la force, enfin des choses un petit peu comme ça. Et les œstrogènes, je ne saurais plus vous dire exactement, mais... L'hystérie ? Ouais. Les hormones, quoi. C'est une question d'hormones. Voilà, c'est ça, que ce serait les différences hormonales. Alors, on sait que la médecine est tout aussi socialement construite que le reste du monde. C'est-à-dire, alors, ça c'est une des raisons pour lesquelles ces questions-là, notamment sur le corps, perdurent, enfin les stéréotypes perdurent de manière très forte parce que le corps médical a essentiellement contribué, enfin beaucoup contribué à les faire perdurer. Et donc, il y a des théories médicaux qui sont qui sont difficilement, où on a du mal à les déconstruire. Pour prendre juste un exemple dont je voulais en fait parler plus tard, mais l'homosexualité a été considérée comme une maladie pendant très très longtemps. Alors, c'est intéressant parce qu'elle a été considérée comme une maladie très très longtemps, mais à partir du 19e siècle. Avant le 19e, c'était pas du tout une maladie, et voilà. Donc, et elle a été construite comme maladie par le corps médical. Et le corps médical a une influence extrêmement forte parce que scientifique sur les croyances des gens. Et donc, le fait de rattacher les hormones à des comportements vient beaucoup de cette profession-là. Et l'hystérie est un bon exemple. L'hystérie, quand on a découvert les hormones, l'hystérie, ça a été très longtemps une maladie féminine. Alors, elle a été traitée. Il y a même des femmes qui ont été enfermées pour hystérie. On les a attachées à leur lit. On a fait des expériences avec elles devant un public. Des grands médecins ont essayé de les traiter.
ça a été des méthodes qui aujourd'hui sont considérées comme extrêmement violentes, du charlatanisme même, mais qui, voilà, des fins du 19e étaient tout à fait courants. Et on disait, les femmes ont cette maladie, justement, qui est animée par leurs ovaires. Hein. C'était ça l'explication, c'était le mal des ovaires. Et donc, ça a servi très longtemps comme explication, jusqu'à ce qu'en fait, on se rend compte que c'est n'importe quoi, et l'hystérie, ça n'existe pas. Donc, cette tendance des biologistes de vouloir expliquer les comportements sociaux par la biologie, c'est un problème de séparation des professions, en fait. Les biologistes, ils devraient être là, et les médecins, pour expliquer ce qui les concerne, qui est le corps, qui est la médecine. Et voilà, il y a d'autres disciplines, mais qui sont globalement, et encore aujourd'hui de plus en plus, dévalorisées, qui sont les sciences sociales, qui sont considérées comme n'étant pas des disciplines sérieuses, qui ont d'autres explications et qui amènent d'autres points de vue. Et le fait que le savoir de la médecine évolue dans le temps et qu'on a compris aujourd'hui aucun médecin ne dirait plus qu'il y a l'hystérie, ça montre quand même aussi que il faut faire attention avec ce genre de théorie. Voilà. L'idée, alors, ça serait effectivement de resituer le débat dans un contexte historique et de montrer que les savoirs évoluent et on a pu penser à un moment que les hormones, on va dire, avaient une conséquence sociale. Donc peut-être replacer dans un contexte historique, et puis aussi vraiment déconnecter la biologie du social, c'est-à-dire le rapport de causalité, travailler sur ce rapport-là pour répondre peut-être, je dirais plus simplement à cette personne qui dit oui mais c'est la raison, c'est les hormones. Oui. Comment on peut répondre, on va dire c'est difficile, mais comment on peut répondre avec quelques phrases peut-être un peu résumées? C'est difficile, hein. Non, effectivement, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que, il y a une bonne stratégie, une stratégie bonne, je sais pas, c'est de poser des questions en fait. C'est-à-dire de vraiment continuer. Oui, mais pourquoi tu penses ça? Et vraiment de faire en sorte que la personne elle développe son idée, parce que en fait, c'est aussi le principe des idées reçues, c'est que même si vous n'êtes pas d'accord avec, vous pensez que vous avez compris ce qu'est en train de dire la personne. Et le fait de demander à la personne d'expliciter ce qu'elle est en train de dire, souvent ça va lui permettre de voir les limites de son raisonnement. Et alors, là, c'est très général ce que je dis, mais plus spécifiquement, alors sur la question de la testostérone, c'est oui, mais c'est quoi ton idée? Ok, globalement, les personnes assignées hommes à la naissance produisent plus de testostérone que les personnes assignées femmes à la naissance. Ça, globalement, c'est vrai. Sauf qu'il y a des grandes variations. Tu parlais de continuum tout à l'heure, au sein du groupe des hommes et au sein du groupe des femmes. Et que par ailleurs, il y a des études qui ont montré, parce qu'en fait, c'est par exemple le lien entre testostérone et agressivité. Sauf qu'en fait, on ne sait pas dans quel sens il joue en fait. Est-ce que c'est parce qu'on a de la testostérone qu'on est agressif, ou est-ce que c'est parce qu'on est encouragé et un garçon est encouragé depuis, je ne vais pas dire depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, à être agressif, mais en tout cas, dès la naissance, c'est sûr qu'on va valoriser ça. Donc, si on l'encourage à être agressif, il va produire plus de testostérone. Donc déjà, pour reparler aussi de la causalité, c'est pas parce qu'il y a un lien entre deux choses qu'on sait dans quel sens ça fonctionne. Mais aller chercher la personne, lui demander d'expliciter son raisonnement, c'est en général un bon moyen pour qu'elle se rende compte, plutôt que d'essayer de lui dire « non, tu dis n'importe quoi », même si on le pense. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à l'idée reçue, la question de la stratégie, comment y répondre, c'est pas si évident que ça. Et c'est intéressant de pouvoir, comme tu le disais, questionner la personne sur son raisonnement. Ça permet peut-être de pouvoir apporter des éléments plus simplement.
Après, les questions des hormones ou la définition des hommes et des femmes par les hormones, moi je trouve toujours aussi assez intéressant d'évoquer l'exemple des intersexes. Alors encore une minorité, mais des personnes qui sont nées ni hommes ni femmes, qui voilà, ont des organes sexuels parfois des deux sexes, qui ont voilà, des chromosomes XXY ou voilà, qui ne sont pas ceux de la majorité de la population, mais c'est pas non plus rien, hein. Je crois qu'on est autour de 1 ou 2% selon les sociétés. Et de dire, justement, c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes, des êtres humains qui ne rentrent pas dans cette division-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que tout simplement on dit ils n'existent pas, ça m'intéresse pas, et qu'est-ce que donnent les raisonnements qu'on essaye d'avoir quand on s'intéresse aux exceptions et aux minorités, et comment est-ce qu'on peut voilà, tenir ce raisonnement-là, et voilà. Je peux juste rebondir là-dessus, parce que sur la question des intersexes, en fait, on pense qu'il y a genre des hommes, des femmes et des intersexes. Mais en fait, il y a des intersexes parce qu'on décide de catégoriser certaines personnes comme intersexes, et globalement, on le fait à partir des organes génitaux à la naissance. Mais si on prenait une population lambda composée de personnes dont on considère, dont on est sûr qu'il s'agit bien d'hommes et de femmes, et qu'on leur faisait une analyse génétique, une analyse, je m'embrouille toujours, je ne suis pas biologiste, mais enfin bon, sur un certain nombre d'indicateurs biologiques, et ben en fait on découvrirait qu'une partie de ces personnes qu'on perçoit tout à fait normalement comme des hommes et des femmes, en fait sont dans le spectre intersexe, et qu'ils ne répondent pas à la définition des femmes et des hommes. C'est juste qu'en fait on prend qu'un seul indicateur qui est: est-ce que l'être humain qui naît est pourvu ou non d'un pénis, et en fonction de ça on classe les personnes et on décide qu'il s'agit d'hommes, de femmes ou de on ne sait pas trop quoi. Mais en réalité, si on prenait d'autres indicateurs, justement des indicateurs biologiques très classiques, et en appliquant, en regardant en fait où se situent les personnes, eh bien beaucoup plus de personnes seraient considérées comme intersexes. Donc c'est aussi ça en fait, quel indicateur on prend pour classer les personnes. Et peut-être pour continuer là-dessus, le fait que ça nous paraît si évident, je reviens sur la médecine, mais justement les intersexes, ça a été l'exemple d'un surprenant besoin de l'humanité de diviser l'humanité en hommes et en femmes, parce que il y a eu pendant très longtemps les bébés nés dont on considérait que le sexe qu'ils avaient était ni assez petit pour être considéré comme un clitoris, ni assez long pour être considéré comme un pénis. Et on mesurait le sexe des enfants, et puis on décidait selon les centimètres et la partie floue, mener à une intervention chirurgicale pour mettre l'enfant dans une catégorie ou dans l'autre, pour le faire correspondre à ces normes que les médecins avaient décidé qu'ils existaient, et qui en réalité, des enfants ne rentraient pas dans ces normes. Et donc on les faisait rentrer dans les normes, et cette pratique-là est une pratique qui est très très courante jusqu'à les années 70, et qui montre l'attachement aussi du corps médical à l'existence clair, un partage clair de l'humanité en deux parties, et j'ai envie de dire inégales, parce que ces parties seront inégales puisque les uns les unes notamment n'ont pas les mêmes ressources que les autres. Mais c'est vrai que déjà dans vos premières réponses, on voit que ce terme continuum, quand on commence à parler de différence femmes-hommes, c'est un terme important à prendre en compte. Vous l'avez bien montré. Et puis aussi cette mise en garde que vous nous faites par rapport à la causalité qu'on va faire entre on va dire les différences biologiques et les différences sociales. Et on commence à parler aussi d'inégalité entre femmes et hommes. Donc ça, c'est aussi des éléments de réflexion qui sont importants. Et là, j'allais passer la parole au public, et donc c'est très bien. Bonsoir, merci. Du coup, j'avais une question par rapport aux critères, justement. Vous disiez qu'il y aurait d'autres critères pour déterminer si une personne serait qualifiée de homme, femme, intersexe, voire autre.
Et du coup, je vois pas du tout de quels critères il pourrait s'agir là comme ça. Est-ce que vous pourriez donner une réponse, s'il vous plaît? Merci. Oui, mais j'ai pas révisé cette partie-là de mon cours. Dommage. Mais oui, non, mais il y a. Alors, le premier critère, c'est les différences, les différences d'organes génitaux. Donc, celui qu'on utilise communément. Après, il y a. J'ai vraiment un trou. Il y a les chromosomes, mais il y en a au moins 2 autres. Dans la salle? Les hormones. Ah ben c'est ça. En plus, on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, les hormones. Et donc, ça fait déjà 3. Et il y en a un 4e. Je crois qu'il y a... Vous vouliez donner... Il y a quelqu'un qui le sait? Je crois qu'on... C'est effectivement les hormones, mais pas seulement les hormones, également les signaux neurologiques envoyés au niveau des neurones qui sont après censés faire réagir les hormones correctement. J'ai plus le terme spécifique, mais c'est l'idée. Donc en fait, il y a plein de choses et nous, on a une définition extrêmement simple. Voilà. Mais il y a plusieurs types d'indicateurs, mais c'était les hormones, évidemment, le truc dont on a parlé en plus. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, là encore, avec cette réponse, on voit bien la complexité des différents critères. On se rappelle encore, ça sera difficile à résumer le dernier critère, mais on vous fera intervenir. C'est une question de transmission. Donc on voit, j'avais dit, ça se complexifie de plus en plus. Donc est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur cette première idée reçue? C'est pas vraiment une question biologique, juste que j'ai une amie avec qui je voudrais demander votre conseil si, par exemple, il y avait une stéréotype, parce qu'une de mes amies m'a dit que les hommes peuvent conduire génétiquement mieux parce que ils ont une tendance, alors la manière de penser est plutôt informatique, administrative. Ils peuvent plus facilement se concentrer seulement une chose, mais très bien. Et les femmes peuvent se concentrer plusieurs choses en même temps. Et c'est pour cela elle pense, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Elle pense que les femmes ne conduisent pas si bien que les hommes. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question après ça? Parce que j'ai demandé à elle pourquoi elle a dit ça. Elle m'a dit qu'à cause de manière de penser des hommes. Alors là, c'est encore une stratégie pour répondre aux idées reçues. Oui, donc, alors, sur quoi elle s'appuie? Parce qu'elle dit, c'est parce qu'ils pensent, les hommes et les femmes pensent différemment. C'est ça, ils ont des manières de penser, genre informatique versus artistique, multitâche, machin. Enfin, on voit bien un peu ce qu'il y a derrière. Mais, sur quoi elle s'appuie en fait pour dire ça? Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Ce qu'elle observe. Et d'ailleurs, tu rappelais que, effectivement, les hommes ont plus d'accidents. Je veux dire, un truc quand même, les hommes ont plus d'accidents de voiture que les femmes. Ce qui s'explique aussi socialement. C'est pas pour en refaire un truc biologique, mais les comportements à risque sont valorisés chez les hommes. Donc c'est dire, mais en fait, sur quoi tu t'appuies? Et puis dire, effectivement, à la limite, dire, mettons que ce soit vrai. Ce qui est faux, c'est d'où ça vient en fait. Ça vient du fait qu'on incite les garçons à conduire plus tôt, à passer leur permis. La pression n'est pas du tout la même. Mais je pense que là, il y a quand même quelque chose d'assez simple à répondre. C'est pour le coup de regarder les statistiques des accidents de la route qui montrent que non, les hommes conduisent moins bien, en tout cas ont plus d'accidents que les femmes. Je pense que là, c'est assez sur ça, c'est assez simple finalement. Et bon, il y a aussi cette question, alors si j'ai bien compris, il y avait là-dedans, mais peut-être j'ai pas complètement compris l'idée que les hommes savent mieux se focaliser, penser à une chose, notamment ça fait d'eux des meilleurs informaticiens. Alors derrière ça, il y a effectivement beaucoup de stéréotypes. Un des stéréotypes étant que les hommes savent mieux faire les maths que les femmes. Là aussi, on peut interroger d'où ça vient. Et j'avais voulu vous amener, mais mon hôtel n'a pas voulu m'imprimer plus que les pages que j'ai déjà imprimées. Ils ont refusé. Donc, il y a sur un manuel de maths là, de CP, la page de titre, ce manuel, il y a des petites figures, il y a un petit garçon, une petite fille et un chat qui amènent les enfants à travers le manuel de maths. Et ils sont représentés sur la couverture. Alors l'image que j'ai pas pu amener, c'est donc le petit garçon et la petite fille sur une moto.
Et c'est le petit garçon qui conduit, et non seulement il conduit, mais en plus il montre le chemin. Et elle est derrière, accrochée, et elle le suit. Le manuel d'après, donc l'année d'après, il y a une voiture, une décapotable. Il y a toujours le petit garçon et la petite fille, puisqu'ils traversent l'école primaire, hein, donc les mêmes. Cette fois-ci, la fille conduit, mais alors c'est une décapotable. Le petit garçon, il n'est pas juste à côté à la suivre, il est debout et il montre le chemin. Donc, vous voyez que dans la société, il y a énormément de petites choses. Et là, j'ai dit des petites choses qui sont en fait des grandes choses. Des images sur un manuel de maths que vous, à chaque fois... De quelle année? De CP. Non, mais de quelle année? 1960? Ah oui, non, c'est là. C'était juste pour vérifier. Maintenant, cette année, oui, tout à fait, 2022. Où chaque fois que vous sortez votre manuel, quand vous êtes une fille, eh bien, vous êtes derrière, en fait. Et on vous suggère que c'est pas vous qui montrez le chemin. Et donc, si en plus ça se rajoute à peut-être des parents qui disent oui, mais quand même, franchement, les maths là, c'est pas terrible. Voilà, ou votre petit frère qui vous fait des remarques désagréables sur le manque de capacité des filles à faire des maths, c'est un miracle qu'en fait des filles font des maths avec tous ces obstacles qui se rajoutent. Et c'est pareil pour la conduite, c'est pareil pour... Et encore, hein, les femmes conduisent très bien, mais c'est en fait, il y a tellement ces stéréotypes, ils influent en fait sur notre manière d'apprendre dès tout petit. Et donc, c'est aussi une manière de répondre que de dire, justement, ce que tu dis là, ça contribue à ce que les femmes, parfois, alors les femmes, elles ont des accidents, mais des tout petits accidents. Et notamment quand elles s'égarent. Et elles n'ont pas, elles causent pas les grands accidents où tout le monde meurt. Et donc, ces stéréotypes contribuent finalement à renforcer des comportements. Et donc, la personne qui pose ça, elle contribue à alimenter ces idées fausses. Je vois qu'il y a il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça commence à... Je crois qu'il va y avoir pas mal de questions. Et juste pour le cerveau, il y a un petit ouvrage de Catherine Vidal, Le cerveau a-t-il un sexe? Il est tout petit, donc c'est peut-être aussi un cadeau à offrir à votre ami. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous validez ce conseil, mais en tout cas, voilà. Et je crois qu'il y a au moins... J'ai vu 5 questions. La première était là-bas. Bonsoir. Pour revenir à la question de la définition d'homme et de femme à la naissance, je pense que la biologie, je ne suis pas biologiste, pas du tout, mais j'ai lu une définition selon laquelle la biologie définit plutôt mâle et femelle. Un mâle, c'est simplement un individu qui produit des petites gamètes en grande quantité, et une femelle des grandes gamètes en petite quantité. C'est le critère principal. Alors ça, c'est le critère biologique, mais c'est pas le critère qui est utilisé à la naissance, parce qu'à la naissance, on regarde pas ça en fait. Donc je suis d'accord, effectivement, mais même le fait de vouloir distinguer les mâles et les femelles, sachant qu'il y a une partie des personnes qu'on sait pas trop mettre, c'est déjà bizarre de se dire, en fait, il y a plein de possibilités, on n'en veut que 2, comme tu disais, hein, de dire pourquoi il nous faut 2 catégories. Et en plus, et là vous faites, ça amène quelque chose de très important, c'est que souvent c'est pas les biologistes qui racontent n'importe quoi. C'est après on utilise les discours pour justifier effectivement cette catégorisation entre hommes et femmes, mais c'est pas à la naissance, on regarde pas les gamètes, on regarde les organes génitaux, et c'est à partir de là qu'on va avoir notre F ou notre M, c'est masculin, je sais pas, j'en sais rien, sur les papiers d'identité et à l'état civil. Donc effectivement, il y a déjà un glissement entre ce que considèrent les biologistes et ensuite comment socialement on va être considéré comme un homme ou une femme. Merci. Il y avait une question là-bas, et 2 devant. Mais il y avait quelqu'un là-bas, ici, non? Déjà, oui, là, et après 2 ici. En fait, c'était par rapport au débat de tout à l'heure. Je voulais juste savoir où est-ce que vous placez les personnes non binaires dans les débats par rapport à la conduite, la force, etc. Alors, on parlait surtout de stéréotypes. Il est vrai que
Le concept de non-binaire est quand même quelque chose qui est apparu assez récemment. Et donc, je ne crois pas, alors peut-être maintenant si ça existe, mais je ne suis pas sûre d'avoir des stéréotypes extrêmement forts attachés aux personnes non-binaires. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on sait ce que font ou font pas les non-binaires. Qu'est-ce que c'est que le non-binaire ? Alors, les non-binaires, c'est les personnes qui ne se considèrent être ni femme ni homme. Ils sont non-binaires, c'est-à-dire, voilà, ils se définissent eux-mêmes comme n'appartenant ni à une catégorie ni à l'autre. Je ne sais pas si ça a répondu. Oui, effectivement, c'est une catégorie assez récente. Peut-être il y a d'autres stéréotypes sur les non-binaires, mais ça va être plutôt que ce sont des personnes qui ne savent pas choisir ou qui, on pourrait remettre un peu les stéréotypes qu'il y a sur les personnes trans, parce qu'en fait, les personnes non-binaires sont des personnes trans, puisqu'elles refusent leur sexe assigné à la naissance. Et les stéréotypes, ça va plus être ceux de l'ordre de soit la question de à l'adolescence, c'est personnes qui se posent des questions, soit la question éventuellement ce sont des personnes malades ou qui savent pas choisir. Mais c'est plutôt ce genre de stéréotype. Il n'y a pas de stéréotype sur les personnes non binaires sont comme ci, les personnes non binaires sont comme ça. Peut-être petite précision, quand on regarde un peu, on commence un peu à avoir des enquêtes. Le terme personne non binaire masque le fait que pour l'instant, ça va peut-être bouger dans les prochaines années, la majorité des personnes non-binaires, ce sont des personnes assignées femmes à la naissance qui disent ensuite qu'elles sont non-binaires. Et ça, c'est super important parce qu'on voit bien que c'est pas du tout symétrique d'être assigné homme ou femme. Et en fait, ce sont des personnes qui veulent sortir de la catégorie femme, et on les comprend parce que c'est vraiment pas la meilleure, mais qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans la catégorie homme parce que il y a aussi enfin, ça a aussi un coût, surtout quand on a été assigné femme, de dire je deviens un homme. Donc il faut aussi voir, personnes non binaires, c'est majoritairement des personnes assignées femmes à la naissance qui essayent de s'échapper de cette catégorie. Mais ce qui est très intéressant dans les questions et dans vos réponses, c'est cette question des catégories, comment on classe et les stéréotypes qui vont être assignés à ces catégories, et avec des stéréotypes plus positifs pour certaines catégories. Je crois qu'il y avait une question là. Et après, il y avait là-bas, et après, il y avait deux personnes ici, plus... Bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à l'argument hormonal. Et je ne suis pas vraiment sûr d'avoir compris comment vous contrez cet argument, puisque vous parlez de la médecine moyenâgeuse. Vous avez parlé du charlatanisme, etc. Je suis d'accord avec vous. Cependant, je pense que la médecine a grandement évolué et que s'il y a bien aujourd'hui une médecine, une science qui est dénuée de toute idéologie, c'est bien la médecine. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous contrez l'argument de la testostérone qui s'appuie sur des études beaucoup plus récentes et sur des faits beaucoup plus récents. Alors peut-être, avant de laisser la parole aux deux intervenantes, peut-être qu'il y a une autre idée reçue sur laquelle on va discuter. Est-ce que la médecine est une science dénuée de toute idéologie ? Ça, c'est... Alors, la réponse est clairement non. Alors, je vais vous prendre un exemple plus récent. Alors, c'est pas le Moyen-Âge dont je parlais, hein, c'est le début du XXe siècle jusqu'aux années 50-60. Donc, c'est pas le Moyen-Âge. Mais, juste... je vais prendre un exemple plus récent. Je vous ai déjà parlé de l'homosexualité. La transsexualité a été considérée, la dysphorie de genre, jusqu'à très récemment, jusqu'à 2013 en France, a été considérée comme étant le fait de ne pas se classer dans l'un ou l'autre sexe, ou alors d'être mal dans le sexe auquel on a été assigné à la naissance. Et donc la médecine préconisait une opération dans ce cas-là. Cette manière de exprimer, et donc il considérait que c'était une maladie psychique, que c'était même psychiatrique. Notamment si on voulait cette opération, on était bien considéré si on disait par ailleurs qu'on était homosexuel et que l'opération permettait donc de sortir de cet état d'homosexualité pour devenir hétérosexuel, c'est-à-dire normal. Et tout ça jusqu'en 2013. Donc c'est pas moyenâgeux, c'est des positionnements qui ont été révisés depuis.
Le dictionnaire aujourd'hui de la psychiatrie aux États-Unis ne considère plus la dysphorie de genre comme étant les personnes qui ne se sentent pas assignées au bon sexe à la naissance, mais par contre a évolué pour dire que la dysphorie de genre, c'est quelque chose qui concerne uniquement les personnes en grande souffrance. Donc cette question de la souffrance psychiatrique, ça fait une différence énorme pour les gens à qui on déclare donc d'extérieur qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas. Et donc on voit bien que dans ces évolutions de la médecine, il y a un côté tout à fait idéologique. Je voudrais rajouter aussi un élément, c'est finalement... et puis ça rebondir aussi sur la question de la couleur des yeux. Mettons que effectivement, oui, on sait que statistiquement, les personnes assignées hommes vont avoir plus de cette hormone que. Et alors, en fait, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on a besoin d'utiliser cet argument-là? Parce qu'à la limite, on pourrait dire, si on considérait, mettons, on est dans une société où on considère que plus on a de testostérone et plus on a de pouvoir. Ben dans ces cas-là, faisons les analyses sur tout le monde. Et des personnes assignées femmes à la naissance vont se retrouver à avoir beaucoup de pouvoir, et certains hommes assignés hommes, enfin, des personnes assignées hommes à la naissance vont avoir beaucoup moins de pouvoir. Donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, analysons regardons les hormones de tout le monde et classons les personnes en fonction de ça. C'est évidemment pas ce qu'on fait. Vous voyez, donc finalement. Oui, c'est vrai, il y a des différences, mais pourquoi elles sont significatives? Pourquoi on y accorde de l'importance? Et pourquoi on ne classe pas les gens en fonction de la couleur de leurs yeux? A priori, si on a les yeux clairs, on est plus sensible au soleil. Bon, ok, on va mettre des lunettes de soleil. En fait, c'est là où on ne s'entend pas, c'est que vous imputez la responsabilité de la considération de l'homosexualité comme une maladie à la médecine. Or, personnellement, et c'est l'observation de beaucoup de gens, c'est que c'était l'influence de la religion dans les sociétés en l'état actuel des choses qui poussait les médecins à émettre un avis d'autorité pour que les gens ne puissent pas contester que l'homosexualité était une pathologie. C'est pour cela que je considère personnellement, et je vous ai parlé de la médecine d'aujourd'hui à laquelle vous n'avez pas répondu, que la médecine d'aujourd'hui s'appuie sur des faits scientifiques, sur des études scientifiques. Et c'était là où je voulais connaître votre avis, votre contre-argumentaire sur ça. Voilà. Et la médecine d'aujourd'hui, elle continue à mutiler les enfants intersexes. Enfin, actuellement, en France, il y a 3000 bébés mutilés chaque année. Enfin, je veux dire, je ne vois pas où est la preuve scientifique là-dedans. Encore une fois, vous imputez ça à la médecine, sauf que c'est toujours, en France en tout cas... Mais j'impute pas, je décris. Une concertation entre la famille de l'enfant et le médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin qui va décider d'opérer l'enfant de lui-même, c'est toujours les parents qui en font la demande. Je pense que là, on... Oui, peut-être que là, on voit bien dans cette discussion, finalement, on travaille sur ces idées reçues et on voit qu'il y a des idées reçues qui structurent notre société et que pouvoir revenir sur ces idées reçues, ça nécessite de s'intéresser à beaucoup de disciplines. On a déjà parlé de l'histoire, de la médecine, on a parlé de termes dont je ne me souviens pas avec les signaux dans le cerveau, tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est pas en 2 heures, je crois qu'il faut l'accepter, qu'on va revenir sur ce qui structure notre société. Il est intéressant peut-être de prendre un petit peu ce qui se dit ce soir, sachant que ça vient nous bousculer. Si on est venu ici, c'est parce que on a envie d'être bousculé sur ces idées reçues. Et peut-être continuer à y réfléchir par après en donnant, oui, bien sûr, en donnant aussi peut-être des lectures et se dire que ce soir, l'idée, c'est pas de vous dire, vous réfléchissez comme ça, il faut réfléchir comme ça, mais c'est de partir dans une réflexion collective et commune et en se disant, peut-être que ça serait intéressant d'y réfléchir parce que ces idées reçues, elles construisent un monde inégalitaire en défaveur de certaines catégories. Élise, il y avait Madame là avant. Oui, Élise. Madame, je crois qu'on va vous donner un micro. Merci. En fait, j'interviens auprès de professionnels de la petite enfance
Et à ce titre, je vois et je corrobore tout à fait ce que vous avez expliqué auparavant, c'est qu'il y a des schèmes qui se mettent en place très très tôt. Et j'en veux pour preuve les petits garçons, par exemple, quand je les observe jouer lors d'un temps ludique, ce sont les premiers à se ruer sur les petits coins cuisine, par exemple, parce que ce sont souvent des jouets qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, quand ils vont en collectivité, ils adorent ça. Et les petites filles, elles aiment beaucoup aussi jouer avec, entre guillemets, des jouets dits plutôt réservés aux garçons. Et chaque fois, je sensibilise là, les professionnels que, mais oui, il faut encourager cela et il ne faut pas catégoriser dès le plus jeune âge. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est quand même encore des constats qu'on peut faire, quoi, hein. Ça, c'était juste une réflexion. Ensuite, j'ai une question qui serait la suivante. Est-ce que dans d'autres cultures, on sait un petit peu comment on aborde cette question genrée, et est-ce qu'elle pose les mêmes questionnements selon les cultures? Voilà. Oui, alors la réponse est oui, non, peut-être. C'est-à-dire c'est une question hyper large, donc on va pas. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que à la fois on observe des différences entre les cultures, mais même on peut le dire historiquement, c'est-à-dire la France de maintenant, c'est pas la France d'il y a 50 ans, mais qu'on observe des différences, mais que globalement, le fait de considérer qu'il y a des garçons et des filles et que les garçons vont être plus valorisés que les filles, c'est pas envie de dire universel, surtout que l'univers n'a pas grand-chose à faire là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on retrouve globalement partout. Après, historiquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais si on prend actuellement, ça fonctionne à peu près partout. Mais c'est un peu... Juste pour revenir sur la question des jouets là, dont vous avez parlé juste avant, ce qu'on observe aussi, c'est que c'est pas seulement que les garçons, on va leur proposer certains jouets et les filles d'autres jouets, c'est que si une fille veut jouer à des jeux de garçons, ça passe beaucoup mieux que l'inverse. Donc on pourrait se dire, super, plus de liberté pour les filles. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un garçon qui joue à un truc de fille, ben, il se dévalorise en fait et il perd de ses privilèges. Donc voilà, la question que vous avez ouverte, elle est tellement vaste que si on... Je ne sais pas trop comment y répondre. Je ne suis pas sûre que ça existe véritablement, les sociétés matriarcales, en fait. Alors, il y a quand même des sociétés... Alors, pas matriarcales, mais il y a des sociétés dans lesquelles les relations de pouvoir sont un peu différentes des nôtres. Et par exemple, des sociétés où la terre appartient aux femmes et que aux femmes, où ce sont les femmes qui élèvent les enfants, que les hommes ils vont travailler sur les champs chez leurs sœurs. Et donc, c'est vrai que la distribution des richesses, dans ce cas-là, se fait au profit des femmes et ça leur donne une certaine indépendance qui a une influence sur les relations de pouvoir. Et notamment aussi sur la manière dont se passe le mariage ou pas, c'est-à-dire la société... qui est une société en Chine, les personnes ne se marient pas. En tout cas, il n'y a pas de père dans ces sociétés. Les hommes vont venir voir les femmes la nuit et uniquement la nuit, et ils vont repartir. Et les femmes vont vivre avec leurs enfants et leurs frères sur leurs terres qui leur appartiennent. Ce ne sont pourtant pas des sociétés matriarcales, dans le sens où il y a néanmoins certains
schème qu'on connaît, qui ressemble assez à ce qu'on voit dans des sociétés où les hommes possèdent la plupart du patrimoine, ce qui est le cas de la plupart des sociétés. Par exemple, il y a de la violence envers les femmes qui est spécifique contre les femmes. Donc voilà, il y a d'autres faits qui font qu'on a du mal à appeler ces sociétés matriarcales. Mais il est vrai que quand on distingue domination par, on pourrait dire, les mœurs et domination par les richesses, ou quand on cumule en fait le manque de richesse avec voilà, le fait d'être femme, c'est certainement des situations où les femmes sont dans des positions plus désavantageuses. Et par exemple, dans nos sociétés, les femmes gagnent toujours, vous le savez, à peu près 12% en moins pour le même travail, qu'elles possèdent beaucoup moins des richesses du monde entier. Là, je n'ai pas amené les chiffres sur les richesses et le patrimoine, mais les femmes voilà, effectuent une très grande partie du travail dans le monde et elles possèdent très peu des richesses dans le monde, si on prend l'ensemble des hommes et des femmes et les chiffres un peu mondiaux. Donc ces répartitions, elles peuvent aussi se cumuler. Et donc il y a des sociétés quand voilà, ce n'est pas le cas, et bien ça donne quand même voilà, un peu plus d'avantages, sans que pour autant ce sont des sociétés matriarcales. En fait, j'ai été rappelée à l'ordre parce qu'il me manque un outil très important, c'est une montre. Donc, et là, j'étais en train de me dire quelle heure il est. Et on m'a rappelé à l'ordre. Mais j'ai gagné une montre. Ouais. Donc, il est 7 heures. Donc, alors, je propose... Je sais qu'il y a des questions qui sont encore en attente, mais je pense que les idées reçues qu'on va encore explorer ensemble vont permettre de rebondir avec vos questions. Je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on passe à la 3e. Oui, c'est. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas sexiste. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on discute sur celle-ci? Oui. Pardon, j'étais encore là sur la discussion d'avant. Oui, c'est vrai que c'est difficile oui, de... Je ne m'attendais pas à la 3e là, sur les sociétés matriarcales. Moi, je ne suis pas sexiste. Oui, moi je pense que je suis sexiste en fait. Je pense que je suis sexiste parce que j'étais élevée dans une société sexiste et que donc j'ai intériorisé des comportements sexistes, y compris en tant que femme, et en tant que femme qui essaye un peu de réfléchir sur ces sujets-là depuis quelques années. Et je pense que c'est très important de réfléchir à ses propres comportements, à ses propres stéréotypes, parce que malgré toute la bonne volonté du monde, en fait, on est éduqué à être sexiste, à, par exemple, accorder plus d'importance à la parole des hommes qu'à la parole des femmes, à, quand on organise un événement, à penser naturellement beaucoup plus vite à des hommes qu'à des femmes, quand on s'adresse à un certain nombre de personnes, à s'adresser préférentiellement aux hommes. Donc, il y a déjà un travail c'est pas pour s'auto-flageller tout le temps, mais de réfléchir à ses propres comportements. Et quand je me suis rendu compte que j'avais des comportements qui valorisaient les hommes, je dis au passé pour être un peu optimiste, par rapport aux femmes, ça m'a pas fait plaisir. Et le deuxième point, donc déjà s'interroger sur soi et dire, mais finalement quand on dit moi je ne suis pas sexiste, ça veut dire que les autres le sont, mais pas moi, parce que moi je suis quelqu'un de bien. Ok. Et alors en fait ça sert à quoi? Ça sert à stigmatiser certaines personnes ou certains groupes de la population dont on va considérer que eux et elles sont, pour reprendre un mot qu'on a déjà utilisé, naturellement sexistes ou culturellement sexistes. Oui, alors là, ça s'enchaîne bien. On peut parler peut-être de deux groupes qui sont en général stigmatisés, en tout cas en France. Le premier étant les personnes, disons, non gaulois, c'est-à-dire qui ne sont pas depuis 4 générations nées en France, de peau blanche et appartenant à
voilà, étant considérés comme naturellement français. Et donc on stigmatise ceux qui sont considérés comme immigrés, même si ça fait 3 générations qu'ils habitent là, ceux qui ont la peau pas blanche ou qui ont les parents ou grands-parents qui sont nés dans d'autres pays ou qui n'appartiennent pas à la religion chrétienne, comme étant naturellement plus sexistes que ceux qui habitent là voilà, depuis longtemps et qui ont la peau blanche, etc. etc. Et cette manière de faire, alors il y a eu un mot pour en parler, le fémonationalisme, c'est-à-dire cette idée que finalement on va habiller notre racisme envers les étrangers ou notre xénophobie en féminisme. Et on va se dire, finalement, en fait, les autres, ces immigrés-là qu'on n'aime pas, en fait, on les aime pas parce qu'ils sont sexistes. Ce qui est surtout une manière de nier à la fois son propre sexisme, c'est-à-dire on appelle ça aussi le pink washing, c'est-à-dire de se laver de ce sexisme qui est quand même considéré. Alors moi, pour positiver un peu le fait qu'il y a des gens qui veulent s'en laver, ça veut dire que c'est pas quand même super bien vu aujourd'hui d'être sexiste. Ça dépend de qui, mais voilà. Et donc cette tendance à essayer de renvoyer le sexisme vers les autres qui sont toujours plus sexistes que soi-même, et en faisant ça, surtout, on se blanchit un peu soi-même, dans le double sens du terme. Ensuite, il y a une deuxième population qui est aussi souvent renvoyée vers le sexisme par les autres, ce sont les hommes des classes populaires. Et ça, c'est à la fois, c'est les classes supérieures qui ont tendance à considérer que les hommes des classes populaires seraient plus sexistes. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu machos, parce que en fait, comme ils n'ont pas de diplôme, ils ont que leur force physique pour s'en sortir, et donc ils sont plus virils que les cadres, les managers, les avocats, les médecins, les profs, etc., etc. Et c'est d'ailleurs un des aspects que je travaille pas mal dans ce livre. Petit moment d'autopromotion que j'ai amené les exemplaires, voilà, avec le bon titre « Comment le genre reconstruit la classe ». Dans lequel je montre justement ce phénomène où, alors c'est un livre qui parle de la fermeture d'une usine dans le sud de la France et de la lutte, du conflit entre ceux qui veulent fermer l'usine et ceux qui veulent garder leur travail, et donc les salariés licenciés, et dans lequel, entre autres, les managers de cette usine attribuent aux ouvriers qui veulent licencier des attributs, notamment, alors ils les accusent d'être sexistes, d'enfermer leurs femmes, d'être violents, d'être globalement virils et donc pas très évolués sur le plan de l'humanité, se retrouver au 19e siècle, presque au Moyen-Âge. Et donc ces attributions-là, ils servent à dévaloriser l'autre. Et du coup se valoriser en contrepartie et se présenter soi-même comme n'étant pas tout ça. Or, je montre que l'usage de la force physique, je ne parle pas de violence dans le livre, je parle de l'usage de la force physique. Dans les luttes ouvrières, on en parle beaucoup. L'usage de la force physique a en fait, d'abord, est très très rare. Ouais, il y a personne qui est mort, il y a personne qui est blessé, etc. Mais même, il y a que vraiment 2 moments où la force physique est utilisée. L'un pour jeter 150 œufs sur un cadre de la part donc des licenciés au mois d'août, c'était pas très agréable, sûrement. Et de l'autre côté, un cadre, donc un manager qui a secoué. Qui a pris par les épaules et secoué un expert comptable. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand c'est les licenciés qui utilisent la force physique, ça a fait le tour des médias, ça a fait la une des journaux, ça a été extrêmement rapporté. C'est l'événement qui a fait venir les médias nationaux sur place, dans le sud, dans le village.
Alors que quand c'est le cadre qui secoue physiquement un autre cadre, qui est aussi une forme d'usage de la force physique directe sur son adversaire, dont il n'était pas très content des arguments financiers qui lui avançaient. Cet événement-là, il est tu. Alors, non seulement par les médias, mais aussi personne n'en parle, ni les licenciés, ni les cadres. Et une des explications que j'ai pour ça, c'est que cette représentation, alors, elle rencontre justement des idées reçues. Les idées reçues des classes populaires violentes, portées sur la force physique, qui sont les classes dangereuses, et qui finalement trouvent un écho aussi dans les peurs, de certaines peurs qui continuent à exister. Peur des banlieues, peur voilà, de ces classes populaires un peu dangereuses. Et de l'autre côté, le manager qui secoue quelqu'un physiquement, et ben, ça rencontre pas du tout de stéréotypes. Il n'y a pas de représentation des managers qui se tapent les uns les autres. Il n'y a pas de peur non plus. D'ailleurs, il n'y a pas de peur des salariés non plus, du tout des managers qui pourraient utiliser leur force physique. Et donc, du coup, ça rencontre rien et ça fait flop. Et donc, comme ça, vous avez deux événements qui ont été là montés en épingle par l'ensemble des médias nationaux et locaux, et l'autre qui fait flop. Pourquoi ? Parce que on a besoin des idées reçues finalement pour faire news, mais même pour être relaté, pour faire sens en fait des événements. Et ces idées reçues sont à la fois liées à des questions de classe, donc de différence entre les cadres et les ouvriers, mais aussi à des questions de genre et à cette masculinité qui est attribuée aux uns et aux autres. Alors avec cette deuxième idée reçue, je vois qu'il y a déjà des questions. Oui, bonjour. C'était par rapport au cliché justement sur les différentes classes sociales. Bon, effectivement, là on parle effectivement de sociétés qui sont sexistes, qui sont misogynes, mais pour reprendre justement l'exemple de la classe ouvrière, certes la misogynie, le sexisme d'une manière générale est répandu partout, mais on peut quand même par exemple constater que, ironiquement, les mouvements ouvriers étaient assez peu pour le droit de vote des femmes. Ironiquement, c'était plus les libéraux qui les défendaient, enfin peut-être 40%, pas exagérer, mais et idem, quand c'était la question de l'égalité des salaires, les ouvriers délaissaient complètement les ouvrières. Est-ce qu'on peut dire que, certes, on a une société qui est uniformisée avec des préjugés sexistes, mais que peut-être le sexisme pourrait être différent en fonction de la classe sociale? Alors, je suis assez d'accord pour dire que le sexisme peut être différent. Alors, est-ce que c'est selon la classe sociale? Je suis un peu gênée par cette formulation parce que j'ai envie de dire ça dépend. Donc oui et non, et ça dépend. Ça dépend des sujets, en fait. Donc notamment cette question de violence envers les femmes, on sait par des enquêtes nationales, donc les deux grandes enquêtes en France, c'est Envef et Virage, qui ont travaillé sur la violence faite aux femmes. On constate, contrairement aux idées reçues justement, que les femmes des classes supérieures ne sont pas du tout moins violentées par leur mari que les femmes des classes populaires. Et donc, pour cette question-là, on peut très clairement dire qu'il n'y a pas de différence de classe. Pour d'autres questions, il y en a peut-être. J'en ai pas en tête là tout de suite. Donc, moi, j'ai envie de dire que oui, ça dépend surtout des sujets. Voilà. Mais peut-être, c'est vrai qu'on a on a présenté cette idée reçue, mais en même temps, on n'a pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être définir ce que cela veut dire être sexiste,
Ou c'est tellement évident, mais est-ce que on pourrait peut-être... C'est pas évident, c'est même très compliqué. Oui, donc je sais pas si je vais trouver comme ça une définition. Déjà, est-ce qu'on parle de... Parce que là j'ai dit je suis sexiste, mais est-ce que c'est les personnes qui sont sexistes ou c'est la société dans laquelle on vit? Et en fait, l'idée c'est de considérer que c'est pas que les hommes et les femmes sont différents, mais déjà qu'il existe des hommes et des femmes et qu'il y a un groupe social qui est le groupe des hommes qui doit avoir plus de pouvoir et plus de privilèges et plus de ressources. Mais ce serait vraiment très rapide. Et je pense que c'est important justement de sortir du truc individuel, de dire individuellement il y a des personnes ou il y a des groupes qui sont sexistes, puisque le risque effectivement c'est de stigmatiser certains groupes. Et tu as parlé du fémonationalisme, et il y a exactement la même chose avec l'homonationalisme, c'est-à-dire que bon, les droits des femmes maintenant ça va, tout le monde a compris. Et donc maintenant, pour faire la différence entre les sociétés dites évoluées et celles qui ne seraient pas évoluées, ça va être sur les droits des homos, de dire que l'homonationalisme, c'est on va défendre ces personnes-là alors qu'on ne va pas le faire dans d'autres cultures. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sexisme ? Oui, je pense que c'est effectivement une question extrêmement compliquée. Je pense qu'on peut la prendre comme tu l'as pris, mais on peut aussi dire que le sexisme, c'est justifier les inégalités sociales entre les hommes et les femmes, justement par la nature. Et de dire, en fait, c'est normal que les femmes gagnent moins parce qu'elles font moins bien ce boulot, ou elles savent pas faire, ou elles sont pas capables d'être chefs, ou elles n'ont pas les capacités naturelles d'exercer certains métiers. Donc, en fait, le sexisme, c'est une justification des inégalités. Alors souvent avec des argumentaires biologiques, mais ça peut aussi être des argumentaires religieux. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça peut aussi jouer. Toutes les religions d'ailleurs peuvent avoir des raisonnements sexistes, comme ce qui ne veut pas dire que tous les croyants sont sexistes. Voilà. Donc il faut faire bien sûr différence entre les personnes et les groupes sociaux et aussi les théories et les idées. Voilà. Mais il me semble que du coup, au contraire, quelqu'un qui n'est pas sexiste, ça serait quelqu'un qui ferait la différence entre les inégalités sociales existantes et une justification de ces inégalités. C'est-à-dire une manière de dire c'est bien que c'est comme ça. Et voilà. Est-ce que justement, pour finir sur cette question, j'ai vu qu'il y avait est-ce qu'on peut dire que le sexisme peut être dirigé contre les hommes ? Parce que c'est une question qui est souvent en débat quand on intervient sur ces questions-là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir du sexisme contre les hommes ? Alors, ça va quand même dépendre de comment on définit le sexisme. Voilà, donc, oui, il va y avoir des hommes qui vont faire l'expérience du sexisme, mais ils le font parce qu'ils dévient à ce que doit être un homme. C'est pas symétrique. C'est pas. Il y a des discriminations envers les femmes, et il y a des discriminations envers les hommes, et donc finalement, c'est un peu la même chose. C'est de dire que en fait, les hommes qui font l'expérience du sexisme, ce sont des hommes qui sont pas vraiment considérés comme des hommes. Ou qui sont trop hommes pour être considérés comme rentrant dans les normes de ce que ça peut être la masculinité aujourd'hui. C'était trop violent, par exemple. Merci. Alors, j'espère ne pas être hors sujet, mais vous qui êtes chercheur, chercheuse, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que vous pouvez... est-ce qu'on relève un impact des campagnes des campagnes actuelles contre le sexisme ou des campagnes féministes, de tous ces événements. Est-ce qu'on peut relever un changement ou une évolution dans la société, chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les hommes, chez les femmes ? Est-ce que ça a un impact ou pas encore, ou je suis complètement à côté de la plaque ? Je ne sais pas.
Je pense que cette question, c'est bien de regarder un peu l'histoire quand même, parce que du coup, ça nous montre que c'est souvent le cas, hein, notamment les luttes sociales, elles mettent du temps en fait à avoir des effets. Et je pense quand on regarde les différents moments forts de lutte féministe, on peut prendre les suffragettes à la fin du 19e siècle qui se sont battues en France jusqu'en 1945 pour obtenir le droit de vote. Et à un moment donné, elles ont eu gain de cause. Donc il y a eu un droit de vote pour les femmes. Alors dans certains pays plus tôt, dans d'autres plus tard. En Suisse, c'était beaucoup plus tard. Voilà, donc ça met du temps. Et du coup, faire avec ce temps est souvent assez difficile pour les politiques publiques qui aimeraient bien que pendant leur mandat, quelque chose se voit tout de suite comme un miracle, etc. Mais on peut voir qu'il y a certains événements où certains MeToo, par exemple, a été un mouvement qui a eu assez rapidement quand même des conséquences. Alors, est-ce que ces conséquences sont positives ou négatives pour les relations entre les hommes et les femmes? J'en sais rien. Ça, c'est peut-être le futur qui le dira. En tout cas, il me semble que depuis MeToo, il est plus difficile de défendre en public que les violences sexuelles, c'est rien, c'est pas grave, et voilà, j'ai mis la main sur les fesses de ma collaboratrice, mais c'était juste comme ça. Ça devient quand même publiquement plus difficilement dissible. Donc, on voit quand même que ces mouvements-là, ils ont des conséquences. Alors, on ne sait pas très bien quelles sont ces conséquences, et puis ça va pas toujours dans le même sens. On voit par exemple que dans les années 60, on a beaucoup lutté pour obtenir le droit à l'avortement. On voit qu'aujourd'hui, ce droit est beaucoup mis en cause. Alors, d'abord aux États-Unis, mais également en France. Et que donc, il y a des droits qui ont été obtenus qu'on peut perdre, en fait. On peut perdre les droits qu'on pense obtenus pour toujours. Donc, ça fait aussi des allers-retours. Et historiquement, quand on regarde sur le long terme, c'est pas du tout linéaire. Et c'est jamais obtenu pour de bon. Donc, la vie est une longue lutte. Oui, c'est vrai que quand on parle du sujet de ce soir, le mot lutte et combat est quand même intéressant à placer. Donc, merci de l'avoir fait. Donc, oui, une autre question. Le problème, moi, je pense, a toujours été dans l'éducation et religieux par rapport aux filles et garçons. C'est souvent dû à la religion et aussi à l'éducation des parents. Le sort qu'on fait, de toute façon, la fille ne peut pas faire ceci ou le garçon ne peut pas faire cela. Ça a toujours été, et comme disait madame, pour les enfants qui jouent avec les affaires de cuisine, les meilleurs chefs, c'est des hommes. Alors, à un moment donné, je ne comprends pas toujours pourquoi on fait cet amalgame entre les filles et garçons. Alors, et même sur les forces, je dis la force physique de la femme, elle est exactement comme celle de l'homme. Parce que l'homme, elle est sur le coup et la femme sur l'endurance. Parce que la femme, il subit beaucoup plus que l'homme sur certaines choses. Et surtout au niveau du travail. Comme on avait une idée reçue sur l'éducation, c'est peut-être l'occasion de la placer maintenant et puis de répondre. Ça permettra de répondre. Il y a déjà 2 interventions sur l'éducation. Donc l'idée reçue que nous avions retenue, c'est l'éducation non genrée brouille les repères de nos filles et de nos garçons. Donc je vous propose d'en discuter et puis de reprendre peut-être les interventions des 2 personnes sur l'éducation, si vous en êtes d'accord. Vous pouvez juste répéter Oui. L'éducation non genrée brouille les repères de nos filles et de nos garçons. Donc je crois que c'est tiré d'un site... Oui, pour la petite histoire, c'est tiré tout simplement de la manif pour tous. Voilà. Voilà. On part d'idées reçues qui sont véhiculées, qui sont dans la société. Donc on est parti de ça. Et, il y a une petite vidéo que vous pouvez regarder. On l'a retenue. Ou pas, mais... Nous, on l'a retenue comme une idée reçue. Hein.
Et d'ailleurs, la Manif pour tous nous a habitués à plus de pédagogie parce que elle est un peu compliquée, je trouve, cette phrase. Et d'habitude, ils sont quand même plus percutants. Et je suis un peu déçue. J'ai résumé comme ça la vidéo, en fait. Mais c'est pas exactement écrit comme ça. Ok, je suis rassurée parce qu'en général, ils utilisent quand même... Enfin, voilà. Tu ne seras pas communicant. Et donc, en fait, on pourrait la retraduire de éduquer les garçons et les filles de la même manière. Oui, c'est sûr que, en fait, cette idée reçue, elle est vraie. Évidemment que ça brouille les repères. Et en fait, c'est un peu l'objectif. C'est que, c'est justement, si les repères, c'est, pour reprendre une affiche de la Manif pour tous, touche pas à mes stéréotypes de genre, où on voit ce qu'on imagine être une petite fille en fée et ce qu'on imagine être un petit garçon en mousquetaire, oui, on a envie de brouiller ces repères-là, quoi. Et comme je vois des gens très jeunes, peut-être que la Manif pour tous, juste redire ce que c'est. Enfin, ou c'est clair pour tout le monde. On va regarder qui n'a jamais, qui a déjà entendu parler de la Manif pour tous. Pas tout le monde. Il y en a quand même qui ne lèvent pas la main. Ouais. Donc la dite manif pour tous, parce que quand même c'est pas une manif pour tous, c'est plutôt une manif contre beaucoup de personnes. C'est un mouvement qui s'est développé au moment des discussions sur le mariage, qu'on appelle donc le mariage pour tous. Donc ça commence, la loi elle passe en 2013, donc les grosses manifs ça doit être 2012, je me souviens plus, hein, ça commence à faire longtemps, mais 2012 il me semble, 2011-2012, et donc au moment de faire passer la loi sur le mariage pour tous, c'est-à-dire de permettre à 2 hommes de se marier ou à 2 femmes de se marier, pour faire vite, eh bien il y a eu une mobilisation. Alors là, pour revenir sur la question de la religion, effectivement, là, pour le coup, les cathos étaient en première ligne pour la Manif pour tous, pour donc s'opposer, en fait, à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et il y a eu des mobilisations et des manifestations monstres, alors partout, mais en particulier à Paris, où la Manif pour tous affrétait des trains, des cars, pour faire monter les gens à Paris. Donc c'est ça la Manif pour tous. Et donc l'idée reçue était donc une reprise d'une vidéo de la Manif pour tous. Donc c'était. Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait alors salaire pour tous. On a parlé de combat, lutte, révolution. C'est ça déjà, parce que franchement, on a un train de retard par rapport au salaire des femmes et des hommes, alors que, je ne sais pas moi, un homme qui vit avec un autre homme, pour moi c'est... Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. On peut peut-être que la question du salaire reviendra si on arrive à parler de l'emploi des femmes, mais peut-être je vous propose de peut-être donner quelques éléments par rapport à la question de l'éducation, si vous aviez des éléments à mettre au débat. Et j'ai vu qu'il y avait une question, quelqu'un qui avait... Je propose de vous laisser la parole. Et puis, Alors, on en a déjà un peu parlé avec les manuels de maths, mais effectivement, l'école, mais plus généralement l'éducation, aussi en famille, c'est un des lieux où le genre se forge, se crée, où les différences entre les hommes et les femmes vont être instituées. Et effectivement, ça commence très 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 tôt. On sait par exemple que les parents traitent pas du tout de la même manière leur nouveau-né. Ils vont beaucoup plus mobiliser les petits garçons, ils vont beaucoup plus tenir très près de leur corps les petites filles, donc y compris physiquement. On va pas, et complètement inconsciemment, hein, ils vont pas du tout faire exprès. Ils vont pas du tout réfléchir à ça. Ils vont dire bien sûr que je traite mes enfants pareil, sauf que en réalité c'est pas ce qu'ils font. Après, quand ils sont un peu plus grands, les enfants, alors, il y a eu des expériences justement où on mettait les parents, on donnait des choses à faire aux parents, par exemple, on mettait une petite rampe pour des enfants qui savent se bouger déjà, et on mettait les enfants en haut pour qu'ils descendent. Et on voyait que les parents avaient beaucoup plus tendance à empêcher les filles à faire l'exercice, puisqu'ils disaient que oh, elle va tomber, c'est dangereux, etc. Alors que les garçons sont beaucoup plus encouragés dès tout petits à faire ces exercices.
Et donc, ces formes d'inhibition et d'encouragement respectifs vont se poursuivre tout au long jusqu'à la vie adulte et même encore dans la vie adulte. Donc, ces manières-là ont une influence très forte puisque différentes institutions, dont les deux certainement les plus importantes sont l'école et la famille, mais c'est aussi le groupe de pairs, c'est aussi les amis qui vont contribuer. Et ils se rejoignent pour pour instaurer en fait ces différences qui n'existent pas au départ et qui sont renforcées à chaque étape de la vie. Oui, et d'ailleurs sur les enfants, même sur les bébés, en fait, pour continuer sur les expériences, il y a des expériences qui montrent que quand c'est quand des bébés pleurent, en fait, selon que c'est un bébé fille ou un bébé garçon, eh bien, on va pas interpréter les pleurs de la même manière. Donc, une fille, c'est parce qu'elle sera malheureuse, un garçon, c'est parce qu'il sera en colère, et puis qu'on laisse plus longtemps pleurer les bébés filles que les bébés garçons, histoire de leur apprendre la frustration. Ça leur servira plus tard. Un autre acteur dont on a parlé en fait, mais sans dire le mot, ceux qui vont vraiment jouer énormément dans les stéréotypes et aussi dans leur transformation, ce sont toutes les productions culturelles. Je pense, pour un exemple assez bateau, qui sont les séries télévisées. Actuellement sur Netflix, il y a la nouvelle saison de Hartley Cœur à Vif. Hartley Cœur à Vif, c'était une série que je regardais il y a 20-25 ans. Et donc là, il y a une nouvelle mouture et j'ai regardé un épisode et je me suis dit, là, pour le coup, pour être positive, je me suis dit, waouh, quand même, hein, il y a 25 ans, c'était pas ça du tout. Et en fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est pas juste les productions culturelles qui vont faire que la société change. C'est bien sûr, ça circule, mais quand même, quand on regarde juste un épisode, la diversité des représentations de genre, de sexualité, les questionnements, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir il y a 25 ans. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir des ressources pour imaginer autre chose. Et quand on regarde les séries que nous on regardait à l'époque, franchement, c'était affligeant, mais vraiment affligeant sur ces questions-là. Il n'y avait pas du tout de diversité de représentation. Et ok, l'école et la famille peuvent faire ce qu'elles veulent, mais si à côté de ça, on a des productions culturelles qui sont aussi stéréotypées, on n'en sort pas, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé pour être un peu positif. Donc, tout le monde va regarder ce soir Hartley Cœur à Vif. Il y avait une question... Pardon, je voulais réagir par rapport à la question du salaire parce que j'ai l'impression que c'était déjà venu un petit peu par rapport à la répartition des richesses et notamment, madame, par rapport à votre exemple du cuisinier, des cuisiniers. En fait, justement, moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que la plupart des tâches domestiques, ménagères sont aussi des métiers, mais quand elles sont faites dans le cadre privé, elles ne sont pas valorisées financièrement. Donc, imaginez un petit peu juste si on mettait une valeur financière. Vous prenez déjà votre calcul enfin, pas le vôtre, mais voilà, le calcul qu'on fait de la répartition des richesses en argent. Si on rajoutait le travail encore domestique, j'imagine même pas l'écart. Et justement, à partir du moment où c'est rémunéré, où c'est de la cuisine rémunérée, là, du coup, les hommes peuvent être valorisés. Et on voit que pour les métiers qui sont, on va dire, un peu genrés féminins, j'ai l'impression que souvent, on cherche à transformer un peu comme femme de ménage et agent d'entretien, par exemple. Enfin, voilà. C'est peut-être, comme vous avez engagé la discussion sur le salaire, sur les métiers, c'est aussi l'occasion, et comme ça je remplirai ma mission de placer toutes les idées reçues. On va passer à la 2. J'ai vu que tout à l'heure vous étiez quand même un petit peu déboussolé parce que je passais à la 3, donc je reviens à la 2, vous allez voir. Donc la 2, donc en idée reçue, hein, il y a des métiers que les femmes ne peuvent pas faire. Je pense que cette idée reçue, si vous le voulez bien, nous permettra de parler aussi des salaires, des postes à responsabilité et puis des différents métiers. Alors moi, je vais faire ma résistante. D'accord, ok. Voilà. Et j'aimerais bien quand même revenir sur le travail domestique qui n'est pas un métier. D'accord, mais qui est un métier pour certains, mais pas un métier pour d'autres, comme vous l'avez bien dit. Parce que je pense que c'est effectivement très très important
comme question des inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Et vous avez parfaitement raison. En fait, il y a des statisticiennes qui sont amusées à calculer le coût. Alors, j'ai pas amené les chiffres, mais de tête comme ça dépend un peu. Qu'est-ce qu'on considère comme travail domestique? Est-ce que, par exemple, faire des trajets pour les enfants, ça fait partie du travail domestique ou pas? Voilà, il y a différents. Il y a le cœur qui est faire la cuisine, faire le ménage, et puis les choses qui sont un peu plus loin et qui peuvent même être considérées plutôt comme des jeux. Jouer avec les enfants, par exemple, est-ce que c'est du travail domestique ou pas? Donc, selon comment on considère qu'est-ce qui est défini ce qui est du travail domestique. Et si on rémunère 1 heure de travail domestique au SMIC, donc ça aussi, ça peut interroger pourquoi au SMIC et pas plus que le SMIC. Elles se sont amusées en tout cas à calculer qu'est-ce que ça fait sur le PIB des pays. Et ça représente 1/3 jusqu'à la moitié du PIB des pays. Donc c'est effectivement une valeur économique très très importante. Et ces études-là, d'ailleurs, c'est des économistes qui ont fait ça. Et c'est au moment où elles ont chiffré par justement le SMIC ces tâches, et elles ont fait le calcul de qu'est-ce que ça représente dans l'économie du pays, qu'il y a eu elles ont véritablement été entendues. Alors qu'avant, le travail gratuit, ça intéressait pas beaucoup. Donc il y a une vraie valeur économique ajoutée, produite par les femmes, essentiellement les femmes. Il faut aussi dire sur ce sujet que depuis 50 ans, ça change très 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 peu, même depuis 100 ans. En fait, c'est assez rare de trouver des données aussi stables dans le temps que le partage des tâches domestiques entre les hommes et les femmes. C'est vraiment très très impressionnant. Et alors, le chiffre qui m'est resté en tête, c'est entre le début du siècle et aujourd'hui, les hommes ont mis 11 minutes de plus par jour dans le travail domestique. Alors les femmes, elles en ont perdu un peu plus. Je crois qu'elles en ont perdu presque 1 heure. Et alors, c'est pas les 11 minutes qui ont fait perdre l'heure des femmes dans le travail domestique. C'est la machine à laver notamment. C'est aussi les restos qui font économiser énormément de temps aux femmes. Et sur ça, je voulais quand même rajouter quelque chose, parce que ce fait-là, en fait, il faut aussi voir qu'il procure du temps libre aux hommes. C'est-à-dire les hommes, en contrepartie, quand vous faites... il y a l'enquête emploi du temps de l'INSEE, justement, dans laquelle c'est compté. Quand vous comptez les heures libres ou les heures passées au plaisir ou au sport ou à des choses pour soi, mais aussi les heures passées à l'apprentissage, à l'éducation, à la formation, eh bien, les hommes disposent de plus d'heures par jour que les femmes, puisque justement, elles sont occupées à faire ces autres tâches qui demandent du temps. Donc, pardon ? Alors effectivement, ouais, il y a une dimension de classe, bien sûr, et cette dimension de classe, elle est renforcée aussi par une dimension coloniale, parce que souvent, vous avez des nounous des pays dits en développement qui sont particulièrement prisés. Aux États-Unis, par exemple, c'est les Philippines qui vont être employées pour s'occuper des enfants. Et donc, il y a aussi tout un commerce de cette question-là, bien sûr. Et en même temps, là, c'est encore des femmes des pays en développement qui vont faire ces tâches de travail domestique, rémunérées certes, mais qui font qu'elles, du coup, quittent leur pays, quittent leurs propres enfants, etc. Oui, en fait, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, parce qu'effectivement, il y a la question de la classe, et effectivement, certaines femmes en fait, vont profiter du travail d'autres femmes, mais c'est quand même elles qui vont s'en occuper.
Enfin, je veux dire, c'est globalement pas les hommes, enfin, dans le cadre de couples hétérosexuels, c'est quand même les femmes qui vont s'en occuper et qui vont sous-traiter une partie du travail à d'autres femmes. Et donc les restos, c'est pas non plus tout le monde qui peut se les payer, hein, c'est évident. Sur tout ce qui est ménager, il y a une démocratisation, un accès. Donc mais sur d'autres choses, effectivement, c'est pas tout le monde qui va être concerné. Et sur la question de la division du travail, donc il y a à la fois une division sexuelle et raciale. Ce qu'on observe sur les dernières années, c'est que certes, ce sont des femmes des anciennes colonies, mais c'est aussi des hommes, mais qui vont en fait être considérés comme des femmes. Donc quand on parle de la féminisation du travail, c'est pas juste de cette branche-là du travail, de ce qu'on appelle le travail du care. Ce sont majoritairement des femmes, mais il y a aussi de plus en plus d'hommes qui le font et qui sont invisibilisés parce que, liés aux stéréotypes de genre, on considère que ce sont des métiers de femmes et donc ils sont assimilés à des femmes. Donc on voit bien que ça ne recoupe pas la division entre ce qu'on considère comme des hommes et des femmes, mais de où on va être situé dans un espace social du genre qui va croiser en fait différentes catégories. Et ces hommes-là, on les voit pas, on les considère pas, on voit pas qu'ils sont là, mais pourtant ils sont là. Mais ils sont dans des travaux féminisés. Alors, je sais qu'il y a 2 questions là-bas, peut-être... non, tout au fond. Alors, bonjour. Donc, j'aimerais tout d'abord revenir sur les informations qui ont été divulguées par le travail et du coup aussi également la part de responsabilité qu'un homme et une femme a au métier, donc au foyer. Donc, tout d'abord, ne serait-ce pas aussi également à cause du fait qu'un homme travaille beaucoup plus qu'une femme. Donc, selon l'INSEE, en 2018, une étude a été menée. Un homme du même âge qu'une femme travaille 75,8% de plus qu'une femme. Et également, les travails que font les hommes sont également beaucoup plus durs et physiquement plus occupants que celles d'une femme. Donc, ça pourrait également expliquer le fait qu'une femme... C'est l'INSEE qui l'a dit. Et du coup, voilà, ça serait pour savoir, du coup, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait avoir un certain impact dans la vie au foyer pour les femmes, puisque les femmes occupent légèrement... Peut-être que là, c'est intéressant, justement, de revenir sur... les métiers que les femmes savent pas faire ? Non, mais peut-être effectivement sur les femmes qui, a priori, travailleraient moins et que certains métiers qu'elles peut-être ramener. Ce qui est intéressant, c'est aussi ramener des statistiques, ramener des enquêtes. Hein, c'est un petit peu... comme proposait Élise dès le début, réfléchir à une stratégie, comment on répond à certaines idées. Et je pense que les enquêtes et les statistiques nous amènent quand même des éléments objectifs. En fait, sur la répartition du travail domestique, quand on regarde dans des couples où les deux personnes, couple d'un homme et d'une femme, travaillent et font un travail à temps plein, eh ben, ça ne change rien. On observe exactement la même chose. Donc ce que vous dites, c'est vrai globalement, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, le taux d'activité, c'est pas que les hommes travaillent plus, mais le taux d'activité salarié des hommes est effectivement plus élevé que celui des femmes, et ça se passe globalement au moment des maternités. Enfin, c'est très clair, il y a un décrochage des femmes à partir du 2e enfant. Du premier un peu, mais surtout du 2e et encore plus du 3e. Donc ça, c'est réel. Hein. Enfin, je veux dire, on peut pas... Mais il y a plein de choses pour expliquer ça. Mais surtout, quand on compare, si on prend le groupe des personnes où on a un homme et une femme qui travaillent tous les deux à plein temps, qui sont tous les deux dans des boulots extrêmement... qui vont bosser 70 heures par semaine. Enfin, si ceux qui travaillent 70 heures par semaine, ils ont quelqu'un pour s'occuper de la maison. Mais en fait, on va observer des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc en fait, si vous décomposez le truc en deux, déjà, ça fonctionne plus. Sur la question de est-ce que les hommes... Alors ça, par contre, autant le premier, je vois bien le raisonnement, mais sur le deuxième, peut-être j'ai pas compris. Quand on dit que les hommes, ils font des métiers plus durs, enfin, vous pensez à quoi ? Quand je dis plus dur, je parle dans le plan physique, en fait. Je peux là vous citer mécanicien, par exemple, ou au chantier, par exemple, où on verra notamment un plus gros pourcentage de la part des hommes que les femmes. Alors, et toutes les femmes qui font, où il y a des hommes, c'est ce que je disais un peu, mais où il y a beaucoup de femmes, qui est tout le travail d'entretien des bâtiments. Ce sont des métiers extrêmement fatigants, souvent faits à des heures en plus, contrairement aux chantiers qui sont quand même plutôt sur des horaires plus classiques. Le travail de nettoyage des bureaux, qui est vraiment un travail très fatigant et qui est fait en plus à des horaires atypiques, est majoritairement fait par des femmes. Donc vous voyez, si on décompose le truc, on va dire
C'est-à-dire, oui, effectivement, dans certains secteurs, c'est plutôt des hommes, mais dans d'autres secteurs auxquels on ne va pas penser, c'est quand même plutôt des femmes qui le font et sont des travaux très fatigants. Et pareil, si là, après, on regarde au sein des couples, ça tiendrait pour les classes populaires, c'est plutôt les métiers des classes populaires. En réalité, dans les classes moyennes, dans les classes supérieures, ces inégalités, elles existent, alors que ces personnes-là, hommes ou femmes, ne font pas spécialement des travaux physiques. Est-ce que je voudrais rajouter juste sur la question de la dureté physique du travail des femmes. Il y a d'autres métiers. Alors moi, j'aimerais bien juste mentionner un métier auquel on ne pense pas tout de suite quand on pense dureté physique. C'est le métier aide à domicile. Justement, c'est la question du travail domestique, mais rémunéré, qui est souvent un métier fait, quasiment exclusivement par des femmes, hein, qui implique notamment de soulever les personnes pour les aider, pour faire leur toilette, pour les aider d'aller, de se déplacer dans la maison. C'est un métier qui est extrêmement physique, comme une infirmière d'ailleurs, et qui est fait très 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 majoritairement par les femmes. Donc ça dépend des métiers. Mais je souscrirais pas à l'idée que les métiers des hommes sont naturellement demandent plus de force en fait. C'était juste pour rajouter ça. Il y avait une intervention là. Alors on continue. Moi, je voulais juste dire que je trouvais ça un peu dommage qu'on en vienne à compter les heures au sein d'un couple où celui-ci ferait des tâches ménagères ou celui-ci pendant que l'autre serait au travail. Est-ce que ce serait pas néfaste de commencer à compter ou de vouloir monétiser des services ou des travaux au sein d'un couple? Néfaste pour qui? Peut-être c'est le moment de dire que les femmes n'ont pas une envie tellement folle de repasser. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que dans un couple, personnellement, la valeur la plus importante serait peut-être le partage. Ça, vous pouvez accentuer les choses sur le partage des tâches domestiques, mais comment vous le présentez, on a l'impression que toutes les femmes qui font des tâches domestiques sont forcées à le faire. Or, je ne pense pas que dans la réalité des choses, en tout cas en France, il y a beaucoup de femmes qui soient forcées à le faire. Et c'est ça que je trouve regrettable, c'est qu'on soit amené à vouloir même monétiser ou vouloir compter des services rendus, parce que dans ce cas-là, ça pourrait ouvrir les portes à comptabiliser d'autres services rendus, que ce soit de la part des hommes ou des femmes. Et c'est ça que je trouverais regrettable, moi, personnellement. Peut-être une réponse rapide, parce qu'il y a une intervention qui va peut-être... Juste, en fait, bon, mettons que les femmes aiment faire ça. Non, j'ai pas dit qu'elles aimaient le faire, mais il y a une différence quand même entre être imposé à le faire et aimer le faire. Oui. Enfin, je veux dire, il y a quand même plusieurs nuances avant d'arriver jusqu'à aimer le faire. Ok, même si c'est vrai que c'est mieux d'aimer faire ce qu'on fait, mais on n'a pas toujours le choix, vous avez raison. On revient à la question du choix. Mais en fait, sur quoi vous vous appuyez pour dire que les femmes, elles ne sont pas forcées, contraintes ou éduquées, tout simplement, à le faire? D'accord, si vous dites qu'elles sont éduquées à le faire ou qu'elles sont, que la société les a conditionnées pour qu'elles soient éduquées à le faire, ça je veux bien l'entendre. Bah oui. Mais sur quoi vous vous appuyez pour le présenter comme si c'était quelque chose d'imposé? En fait, c'est comment vous définissez ce qui est imposé ou pas. Effectivement, on n'a pas dit que toutes les femmes, on leur mettait un couteau sous la gorge pour qu'elles fassent, évidemment, enfin ça c'est complètement... Mais justement, ce qui est intéressant dans les stéréotypes, c'est que en partie, ils vont conditionner de manière extrêmement progressive, répétitive, inconsciente, les comportements des femmes et des hommes. Donc après... la question, c'est pas de savoir quel type de contrainte a été utilisé, mais de se dire, c'est quand même bizarre que ce soit beaucoup plus souvent les femmes qui le font que les hommes. Des tâches qui sont pas, globalement, qui éclatent pas les gens. Personne, en fait. Je veux dire, il y a peu de gens qui s'éclatent à faire ce genre de tâches, qu'on soit un homme ou une femme. Mais et c'est très important ce que vous soulevez. Ce que vous dites, c'est que la contrainte, elle s'exerce en fait de manière très. C'est pas forcé. Vous avez tout à fait raison. C'est pas forcé. Mais en fait, il y a quand même ce résultat-là. Je voulais aussi juste revenir sur cette idée de partage, juste rapidement. C'est vrai ce que vous dites. Un couple, ça est et ça devrait être sur le partage. Alors, il est quand même important de voir que quand on a un salaire
ça nous donne une certaine position et notamment une certaine indépendance en fait dans la société. Et quand on n'a pas de salaire, eh ben, on manque d'autonomie, notamment financière. Et ce truc-là, c'est peut-être pas grave quand on est heureux ensemble, mais quand on arrive par exemple à un divorce et toute sa vie on a travaillé à la maison et on a trimé, hein, on ne peut pas dire autrement, c'est beaucoup de travail, on a partagé, le mari il est à l'extérieur, voilà, il fait le gagne-pain et puis la femme elle est à la maison. Et ben au moment du divorce, cette femme elle va se retrouver dans des conditions de grande pauvreté. Puisque au moment du divorce, alors il y a des compensations financières qui sont réglées par le divorce, mais qui ne compensent pas toute une vie de salaire. Donc voilà, c'est important de voir que avoir accès à un salaire, c'est aussi une reconnaissance et c'est aussi une indépendance et une autonomie. Alors, au sujet de ce que vous dites, oui, les foulards rouges le traduisent extrêmement bien, la société féminine et notamment les femmes agricultrices qui, effectivement, n'ont pas de salaire et qui accompagnent tout au long de la vie le métier de leur mari agriculteur. Enfin, non, c'était pas les foulards rouges, c'était les foulards gris. Enfin, peu importe. Vraiment une cause qui est apparue et qui, comme vous le dites, hein, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Hein, donc, en effet. Et je voulais aussi revenir sur cet aspect de vieillissement de la population et de cette charge, entre guillemets, charge, hein, le statut d'aidant. Donc le statut d'aidant avec nos parents qui vieillissent et qui ont vraiment, vraiment besoin de nous. Et là s'ouvre, alors c'est en termes d'accompagnement, hein, donc on a parlé d'accompagnement du jeune enfant, l'éducation. Voilà, la femme est quasi dédiée à ça et le fait très très bien. Voilà. Le métier d'aidant, c'est aussi nos parents, c'est aussi le handicap et il y a un petit chapeau très féminin de ce côté-là. Naturellement, on ne sait pas pourquoi. Voilà, je pose le pavé dans la mare, je le jette pas. Mais effectivement, il y a aussi cet éclairage qui est pas, enfin qui est à prendre en compte dans cette société qui devient de plus en plus vieillissante et qui pose cette question-là. Voilà, on est tous avec nos parents. Donc voilà, c'était juste pour ouvrir un peu et compléter sur cette activité-là. Ça fait partie du travail de ce qu'on appelle le travail de care. Hein. Le travail de care, c'est à la fois la prise en charge des petits qui peuvent pas, voilà, et la prise en charge des personnes vieillissantes. Et effectivement, des deux extrêmes de la vie, ce sont les femmes qui prennent en charge et qui prennent en charge non seulement physiquement, parce que j'ai dit que c'était un travail physique lourd, mais qui, quand elles le font voilà, pour leurs parents, prennent aussi en charge la lourdeur psychologique. La charge mentale. Et la charge mentale de oui. cette tâche-là. Vraiment. Et donc, effectivement, ce sont des femmes au front, on peut dire. Alors, il reste encore 2 questions. Je propose peut-être qu'on écoute ces 2 questions, vous puissiez y répondre. Alors peut-être oui, les 2 questions l'une après l'autre. Et puis après, si vous voulez bien, quelques mots de conclusion. C'était pas vraiment une question, c'était plus une réponse aux 2 questions qui ont été posées là-bas sur la répartition des tâches domestiques et le fait d'être forcé ou pas. Il y a je sais pas exactement, il y a quelqu'un qui a dit que les femmes n'étaient pas forcées. Elles ne sont pas forcément forcées par la force, mais elles peuvent être forcées par la contrainte du fait que, étant donné que personne d'autre le fait, les femmes le font. Et du coup, comme elles le font, elles n'ont pas le temps de faire un emploi à plein temps. Et donc ça prend à l'envers ce que vous disiez, du fait que les hommes ont un emploi à plein temps, donc ne peuvent pas le faire. Mais peut-être que c'est l'inverse en fait. Les femmes ne peuvent pas prendre d'emploi à plein temps parce qu'elles ont autre chose à faire que l'homme ne va pas faire. On ne sait pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y aura une réponse aussi sur le recours au temps partiel. Il y a 3 questions.
Du coup, moi, en fait, je me demandais, pour les personnes qui n'ont pas accès à des ressources d'information pour justement s'éduquer là-dessus, on parlait justement des parents qui éduquent leurs enfants d'une telle manière parce que c'est intériorisé, c'est inconscient, tellement c'est devenu normal dans la société. Et je me demandais, en fait, pour toutes ces personnes qui n'ont pas forcément accès à l'information et à l'éducation, comme, je sais pas... moi, par exemple, je suis étudiante, donc j'apprends, j'ai des ressources. Mais pour les personnes qui n'ont pas accès à ces informations, comment est-ce que... Enfin, je veux dire, on ne peut pas leur en vouloir, on va dire, d'être, par exemple, sexiste. Parce que... Enfin, où est-ce qu'elle pourrait trouver l'information? Alors, parce que dans les médias, je veux dire, les médias lambda qu'on voit à la télé, c'est très peu... on en parle très peu de tous ces sujets. Est-ce qu'il y avait une troisième question avant vos réponses, si vous voulez bien? Puis ça sera la dernière. Moi, j'avais un truc par rapport au partage. Du coup, tu parlais de partage. Pourquoi tu partages pas ton temps entre travailler et faire le ménage? Comme ça, ta femme ou ton autre... peu importe. Le partage, il peut être repensé autrement, dans le sens où le mari prend un temps partiel où c'est à lui de s'occuper. Tu vois, le partage, c'est pas forcément à la femme de le faire. Je veux dire, le partage, ça peut être repensé autrement, et chacun fait la moitié, et chacun peut travailler, du coup, à temps plein. Alors, et le partage, il est très bien dans ce sens-là. Peut-être que... Voilà, le tu, c'est pas c'est peut-être pour relancer la discussion sur le partage, parce qu'on voit que c'est un sujet quand même qui est très important. Donc il a été repris à différentes reprises par différentes personnes. Donc moi, ce que je propose, c'est que si vous voulez encore en dire quelque chose par rapport aux 3 interventions, je vous laisse en dire quelque chose. Et puis après, bien sûr, comme je disais, cette soirée, c'est le début d'une réflexion. Si vous voulez encore discuter du partage, n'hésitez pas à en discuter après. Mais pour pouvoir respecter le timing. Aller au bar ou trouver des lieux où discuter de ces questions. Moi, ce que je retiens en termes de conclusion, j'étais très contente de toutes ces interventions. Je trouve que c'est important. Je trouve également important que des voix sceptiques peuvent s'exprimer. C'est très important. Qu'on peut dire et contredire et essayer de comprendre d'où viennent les doutes. Moi, je trouve ça parfaitement légitime d'avoir des doutes. C'est d'ailleurs le sens de l'université, en fait, de poser des questions et de douter au départ de nos certitudes. Donc, doutons ensemble et essayons de douter constructivement. C'est-à-dire en essayant de comprendre le point de vue des autres et en essayant justement d'aller plus loin et de se documenter. Alors, où on trouve les informations? Alors, c'est vrai que il y a bien sûr plein de ressources disponibles pour trouver des réponses. Alors, les chiffres, par exemple, sur le site de l'INSEE, alors c'est un peu ardu souvent, mais vous trouvez très, très accessible à tout le monde. Vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, taper travail domestique et ça vous sort des tableaux avec le partage des travails domestiques. Il y a l'INSEE Première qui a un petit 4 pages qui résume en général l'état des lieux chiffrés sur une question. Donc voilà, tout ça c'est accessible sur le site de l'INSEE. Je trouve que c'est assez intéressant si on veut ne pas parler dans le vide, mais essayer justement d'avoir une documentation un peu chiffrée sur l'état actuel de la recherche, les questions qui sont posées et les chiffres qui existent sur ces questions. Voilà. Après, il y a bien sûr d'autres choses. Il y a des BD, des séries, des romans. Il y a des librairies féministes. Il y a toutes sortes de lieux où on peut trouver ces informations. Alors moi, à Strasbourg, là, malheureusement, peut-être, tu pourras dire 2 mots là-dessus. Moi, je sais pas. Mais il y a aussi des lieux, effectivement, où on peut se procurer des informations. En tout cas, moi, je vous remercie énormément pour toutes vos questions et pour toutes vos interventions et vos prises de position. Ça fait plaisir. Je trouverais bien qu'on n'a pas suivi l'ordre des questions et qu'on a plutôt suivi l'ordre de vos questions. Ça me paraissait une très belle soirée.
Je voudrais un peu revenir sur ce que tu as dit sur le fait qu'on ne pense pas tous et toutes la même chose, et c'est très bien, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas penser qu'on est du bon côté parce qu'on a certaines idées, même si c'est bien de vouloir défendre ces idées, et que je trouve très intéressant d'avoir des personnes... D'abord, je pense que si on creusait, il y aurait plein de différences entre nous sur la manière d'appréhender les choses, et même entre nous deux. Voilà, donc là, il y a un effet de consensus, mais que c'est bien de s'interroger et de pas, et de douter, mais que tout le monde doit douter en fait. Voilà, c'est pas, on n'est pas une fois qu'on passe pas du bon côté et c'est bon, on a la vérité. On doit toujours continuer à douter. Sur la question de l'éducation. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que, alors effectivement, l'université, tant mieux, ça fait plaisir de savoir que ça peut servir à quelque chose, mais quand on regarde en fait les personnes qui sont au pouvoir actuellement, qui non seulement sont allées à l'université, mais sont plutôt allées dans des grandes écoles, donc qui ont accès à des ressources intellectuelles, culturelles, disproportionnées par rapport au reste de la population, est-ce que ça les exempte du sexisme ? Pas vraiment. C'est quand même des hauts lieux de reproduction du sexisme. Et d'ailleurs, là, juste pour reparler de la manif pour tous, c'était pas une manif populaire. C'était une manif de personnes qui avaient fait des études assez catho, assez français sur 3 générations. Donc je pense que l'ignorance, c'est aussi un privilège en fait. Ne pas vouloir voir, c'est aussi un privilège. Alors bien sûr, si on a... Et donc de dire on va les excuser parce qu'ils savent pas, ben non, parce que en fait l'accès à un certain nombre d'informations on l'a, et que le sexisme, je vais pas dire qu'il est plus fort, en tout cas il a plus de répercussions, parce que ce sont ces hommes qui prennent les décisions. En fait, c'est pas pour dire qu'ils sont plus ou moins sexistes, mais en tout cas, ils ont un pouvoir de nuisance sur la vie des femmes. En fait, ce sont les hommes des classes supérieures qui ont un pouvoir de nuisance sur la vie de l'ensemble des femmes et d'une partie des hommes qui est extrêmement fort. Donc, je pense que la question de oui, si on a fait des études, on a accès à ça, mais en fait, beaucoup de gens y ont accès. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Donc, je pense que voilà, juste faire attention à ça. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'avec vos interventions, c'était un peu l'objectif de la soirée, c'est de partir avec plus de questions que quand on est arrivé, donc avoir un petit peu travaillé sur ces idées reçues. Merci beaucoup. À Strasbourg, il y a quand même un lieu qu'on peut citer, c'est la médiathèque Olympe de Gouges, et un deuxième lieu, a priori ? Non, c'était sur les ressources, il y a l'INSEE, mais il y a l'Observatoire des inégalités, qui est un super lieu de ressources où, pour le coup, il vulgarise des données de l'INSEE en particulier sur les inégalités femmes-hommes, mais aussi sur les inégalités selon la classe, selon l'origine. Et voilà. Et là, c'est beaucoup plus accessible que le site de l'INSEE, qui est terrible. Moi, à chaque fois que je cherche un truc dessus, je prévois la journée pour trouver l'information que je cherche. Observatoire des inégalités, c'est super. Je fais la pub, j'ai pas de part dedans. Voilà. Et la médiathèque Olympe de Gouges, où là, c'est des vrais livres. Donc, où il y a vraiment un fond très intéressant. On trouve des livres sur tous les sujets qui ont été abordés ce soir. Merci à Fleur et à Philippe pour cette organisation. Et surtout, merci aux intervenants.